Bien, alors, ce bloc, je vais éventuellement en faire une copie sur le côté, parce que je vais souvent l'utiliser. Donc, je vais même le mettre dans le gabarit. Comme ça, il se retrouvera sur toutes les pages sur le côté. Donc, vous allez le sélectionner, faire un copier. Donc, édition copier, CTRL-C, bien sûr. Vous allez dans le gabarit. Vous double-cliquez sur le gabarit, double page qui est là. Vous devriez voir les deux pages du gabarit. Vérifiez, je me méfie toujours parce que vérifiez bien qu'il est indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler dans le gabarit A et Master dans la version anglaise. Vous êtes bien dans le gabarit parce qu'il y en a qui cliquent quand je dis double-cliquer et puis après c'est la cata. Voilà, et puis on va coller. Bon, ça se colle au milieu de la fenêtre qui est ouverte, donc un peu n'importe où. Ça tombe pas juste, hein. Mais c'est pas grave parce que de toute façon mon but c'était de le mettre sur le côté là. Voilà. Il est là sur le côté. Ça veut dire que sur toutes les pages maintenant, quand je vais sur n'importe laquelle des pages du document, je double-clique sur elle, j'ai sur le côté un bloc qui est accessible et qui n'est pas accessible. Pourquoi ? Ouais, j'aime bien quand ça marche pas. En général, c'est toujours chouette. Oui, il faut le déverrouiller, mais il faudrait qu'il apparaisse aussi. Et je ne le vois pas. Bon. Oui, forcément, il n'apparaîtra pas s'il n'est pas déverrouillé. Et j'arrive pas à le déverrouiller si je ne le vois pas. Donc, je vais peut-être retourner dans le gabarit et lui donner quand même une petite couleur. Petite couleur de fond, voilà. Et on ne le voit toujours pas, c'est génial. Ouais. Bon. Bien vu, je me souviens du truc maintenant, en effet. Il faut qu'il touche un tout petit peu la page, ne fût-ce que toucher comme ça, et on va le voir, certainement. Oui, c'est un petit truc vicieux. Voilà, il est là, disponible. En effet, bien vu. Vous m'avez évité de devoir chercher pendant 5 minutes ce qui n'allait pas, parce que je ne me souvenais plus que ça fonctionnait comme ça. J'allais m'engager vers la modification de la couleur de la table de montage, etc., qui m'aurait fourvoyé. Bon, ben c'est bien. En plus, vous participez au cours et vous trouvez des solutions. Super. En fait, tout ça a été fait exprès. Je connaissais la réponse depuis le départ. Mais non, je rigole. Je vous fais marcher. Évidemment. Ok. Donc, on va aller chercher une image. On va aller sur le web. Alors, je vais dans Bing parce que, évidemment, le bouton afficher l'image en haute définition a disparu de Google. Il faut installer des extensions pour le faire réapparaître, c'est ennuyeux. Tandis que dans Bing, il est toujours là. Et ça fonctionne à peu près de la même manière. Bah, je ne croyais jamais que j'allais faire la pub d'un produit Microsoft à un certain moment, mais tout arrive. Alors voilà, je vais taper le nom d'un truc. Par exemple ça, avec une bonne sauce, c'est toujours bon ces trucs-là. Et je vais taper entre guillemets public domaine, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous montre que si je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, j'ai davantage de chances de faire ça. Bien sûr, vous avez aussi les Creative Commons, les filtres Creative Commons qui sont disponibles dans les filtrages quand on sera dans la partie images. Vous pouvez taper autre chose si vous voulez. Moi j'ai tapé ça parce que voilà, j'aime bien la bonne bouffe. Vous riez, mais ça se mange dans certains pays. Alors voilà, images. Alors, au niveau du filtrage, le filtrage apparaît déjà chez moi. Si ça apparaît pas chez vous, il faut cliquer évidemment sur le mot filtre, ici le petit entonnoir. D'habitude, je le mets dans l'autre sens, sur ma tête, mais voilà. Alors, taille d'image. Je vais demander des grandes images. Bien. Alors, il me met la taille directement. Voilà, il faut quand même faire attention à ça. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous allez mettre l'image en petit sur la page, bien sûr, une image de 615 pixels sur 409 comme celle-ci pourrait passer. Mais si vous envisagez de la mettre en plus grand, quand même, c'est important
de prendre des images avec une définition meilleure. On appelle ça la définition. Alors, la question qu'on me pose parfois, mais faut-il prendre des images en 300 pixels par pouce ? Mais bien sûr, c'est obligatoire. Si vous trouvez des images en 72 pixels par pouce sur le web, vous ne saurez jamais les imprimer. Foutaise, c'est faux. On s'en fout de la résolution. Vous avez des images en 72 pixels par pouce, ça va très bien aller. Non, je rigole un peu parce que je sais que dans l'enseignement secondaire, ça fait quand même plus de 15 ans que c'est pas vrai, mais on continue de dire prenez des images 300 pixels par pouce, adaptez-les dans Photoshop avant de les utiliser dans InDesign. Foutaise, c'est de la bêtise. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'on peut prendre des images RVB déjà, même si on veut imprimer, et qu'en plus la résolution n'a pas d'importance. Pourquoi ? Vous allez le voir un peu plus loin. Alors, on va cliquer sur une image ici, et vous avez le petit plus ici qui normalement devrait vous permettre... Chez vous, ça peut apparaître directement, c'est parce que j'ai une résolution d'écran ici pour la démonstration qui est assez faible. Je suis en 1400 pixels sur 900, 1440 sur 900. Il est probable que vous avez une définition d'écran meilleure sur votre écran là, et vous voyez directement le bouton afficher l'image. Donc afficher l'image, donc c'est l'image haute définition, c'est ça qui manque dans Google maintenant. C'est ce bouton qui permet d'afficher l'image en haute définition. Quand je clique avec la loupe, je vois que c'est pas trop mal. Bien sûr, ça reste de la photographie animalière et c'est flou parce que la bestiole bouge. Mais c'est quand même génial comme photo. Alors, clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez dans le dossier. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage d'aujourd'hui. La question qu'on me pose, c'est faut-il faire un dossier image, blablabla. Ben non, vous l'enregistrez, ça sera bon. À la fin, quand on aura fini, vous ferez un dossier d'assemblage de votre document InDesign et ça va tout faire tout seul, tous les dossiers comme il faut. Bon, maintenant, bien sûr, si vous avez des centaines d'images à mettre dans un document InDesign, ça peut être utile d'avoir un peu de hiérarchie et de régler les choses dans des dossiers et sous-dossiers, mais bon. Ok, alors on va aller voir dans InDesign. Et on va aller sur notre page qui contient le bloc et on va tenter d'importer l'image dedans. Donc, l'image est là, le bloc est là, je fais fichier importer, donc un commande D, CTRL D. Je vais chercher l'image, pas besoin de cocher les options d'importation, c'est pas comme si c'était un PDF multipage où je dois choisir quelle page je veux importer. Non, c'est juste une bête image, ça. Logiquement, ce serait mieux d'importer une image Photoshop. Mais on peut encore changer ça par la suite. Pourquoi ? Pour faire de la modification non destructive des images qui sont importées dans la mise en page. Alors voilà, on dirait que ça a fonctionné. L'image a été redimensionnée. Quand je clique avec la flèche noire sur le réticule central, je vois des lignes bleues claires qui sont les limites de l'image. Je vois aussi au-dessus que l'image a été redimensionnée dans mon cas, mais je ne vous avais pas dit de faire un bloc d'une certaine dimension, je ne vous ai pas imposé la dimension, donc chacun a un résultat différent. Dans mon cas, elle est à 22%. Si c'est différent chez vous, c'est pas grave. À partir de là, vous pouvez enfoncer le bouton et avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift, vous pouvez repositionner l'image. C'est donc les petits ajustements manuels dont je vous parlais. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je vais enregistrer le document.